À tous et bienvenue dans ce nouvel éclairage, donc avec Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour. Un éclairage un peu particulier parce que ce sera plus une mise en garde, vous l'avez vu dans le titre, donc un titre assez offensif, Pompeo veut la guerre. Donc aujourd'hui avec Jacques, on va faire le point sur la situation stratégique qui est sous-estimée aujourd'hui et tous les points de tension qu'on a aujourd'hui à l'échelle internationale avec cette politique très aventurière de Mike Pompeo. Donc Jacques, je te laisse déjà introduire avant de rentrer dans le cœur du sujet. La première chose que je voudrais dire, c'est que Trump, qui avait une émission qui s'appelait You Are Fired, tu es licencié, ben il devrait dire ça à Pompeo aujourd'hui. Dehors, Pompeo. Dehors la guerre. Parce que Pompeo a une politique déterminée de bord du gouffre nucléaire. Et c'est extrêmement dangereux. Alors, les points de tension dans le monde se multiplient. Il y a l'Iran, il y a l'espace. Les États-Unis mettent en cause le traité de démilitarisation de l'espace de 1967. Il y a Taïwan et il y a la prise de contrôle absolue d'Internet que cherche l'administration américaine. Donc voilà les points de tension. Et c'est très grave parce que chacun d'entre eux peut entraîner un conflit. Et je dois dire par rapport à cela que lorsqu'il y avait un risque de guerre qui commençait à se dessiner dans les années 20, maintenant nous sommes plus près d'une guerre qu'on ne l'était dans les années 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande conférence en France, à Bierville, en 1926. C'était le domaine de Marc Sangnier, du Sillon, qui avait organisé cette grande conférence. Ça a été un grand succès. Il y avait eu pratiquement la grande majorité de l'opinion française qui était là, pas seulement Aristide Briand. Et puis ça a été un échec, il y a eu la guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une conception de l'économie, il n'y avait pas une conception de développement mutuel pour le monde, il y avait simplement une politique pour défendre la paix contre la guerre. Et ce n'est pas assez. Et c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui en évoquant chacun de ces points de tension. D'accord. On reviendra sur ce point qui est très important, que la lutter contre la guerre, ça ne fait pas la paix. Mais est-ce qu'on peut rentrer dans les détails de ces points que tu as mentionnés? Premièrement, l'Iran. Qu'est-ce qui se passe avec aujourd'hui les dernières déclarations de Pompeo et les sommations qu'il envoie au reste du monde? Alors, il y avait un accord qui avait été passé, qu'on appelle le JCPOA, en français le plan d'action global commun. Ce plan-là prévoyait de lever des sanctions vis-à-vis de l'Iran si l'Iran le respectait. Ces sanctions sont levées et Pompeo veut les rétablir en disant l'Iran n'a pas fait ce qu'il faut le rétablir, il faut y aller, il faut leur rentrer dedans. Et évidemment, il a envoyé une lettre le 20 août disant qu'il fallait le faire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté, la Russie et la Chine ont voté contre. Ceux qui ont voté pour avec les États-Unis, ça a été la République dominicaine, c'était pas grand-chose, et les autres pays se sont abstenus, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc on est dans une situation où les États-Unis sont pratiquement seuls à exiger cette politique de guerre, et pensent que tenant le dollar, tenant leur juridiction universelle, en disant que dans tous les contrats en dollars et de biens incorporant même un tout petit bout de production américaine, ils peuvent intervenir et empêcher que les contrats se fassent. Avec ça, ils peuvent s'imposer. Donc, ils appellent ça, Pompeo appelle ça le snapback. Oui, le snapback, c'est le mot qui sort dans les médias. C'est-à-dire qu'on revient, et on a le droit, même si on est sorti, les États-Unis sont sortis en 2018 de ce traité. Mais ils disent on a le droit d'imposer aux autres notre volonté. Or, ce traité a été voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, a été approuvé. Donc, ce que disent à juste titre les Russes et les Chinois, et aussi à voix moins forte nous-mêmes et les Allemands, c'est que ça met en cause l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est très grave. Et, plus encore, le multilatéralisme dans le monde. Et Pompeo, sur cela, le sait, mais il est dans cette politique de fuite en avant vers la guerre, dans laquelle n'importe quel incident peut aller plus loin. Alors les Iraniens, heureusement, manifestent un certain calme. Ils ont autorisé la visite par le directeur du GCPOA, qui est un Italien, je crois d'ailleurs, qui s'appelle Roberto Grossi. Ils ont accepté qu'il vienne en Iran, pas seulement pour vérifier les sites concernés par le traité, mais aussi pour d'autres sites. Donc les Iraniens ont une attitude prudente. Mais il y a aux États-Unis, autour de Pompeo, autour de Mike Pence, le vice-président,
autour de Navarro, Peter Navarro. Il y a une clique de la guerre. Et ces gens-là, comme montre la politique spatiale aussi, veulent aller toujours plus loin. Ça, c'est le deuxième point que tu as mentionné. On reviendra sur tout ça à la fin. Alors, sur l'espace, il y a plusieurs documents qui ont été révélés dans les médias américains ces derniers jours sur la remilitarisation de l'espace, si on veut le dire comme ça. Oui, le plus grave, c'est qu'ils l'ont dit, une culture de guerre spatiale. C'est le général James Dickinson, qui est le commandant de la politique spatiale américaine, le US Space Command en personne, qui a dit au Colorado que les États-Unis devaient imposer une politique spatiale et une politique de militarisation de l'espace. Alors, il a même dit que cette politique devait aller, disons, dans tout l'espace qui concerne l'orbite lunaire, y compris les points de Lagrange, qui est le point dans lequel la gravité de la Terre et la gravité de la Lune s'annulent, et on peut installer en orbite géostationnaire, comme on dit, des satellites. Il a dit, il faut y aller, là, on a le droit militaire. La Chine ne doit pas créer sa jurisprudence, la jurisprudence, elle doit être américaine, et si la Chine essaye, nous créons notre propre jurisprudence, et à la limite, il y a eu un autre document, qui est un document qui date d'ailleurs, dont le cœur du document date de 2017, et maintenant il y a une annexe, une application qui a été faite par tout ce qui concerne le département de l'innovation du département de la Défense aux États-Unis, qui est en train de dire, ben oui, il faut qu'on intervienne dans l'espace, on a le droit, ça s'appelle le DIU, le Defense Innovation Unity de l'espace, du département de la justice, et ils ont dit, voilà, c'est la force spatiale américaine qui a la responsabilité de créer de l'ordre dans l'espace. Donc c'est s'asseoir sur le traité de l'espace de 1967, de démilitarisation, et c'est une provocation vis-à-vis de la Russie, de la Chine, et je dirais de tous les pays du monde, même vis-à-vis de la France, qui a une politique spatiale. Surtout que dans ces documents qui ont été publiés, ils présentent vraiment la Chine et la Russie comme les ennemis à combattre dans cet espace. Oui. Donc ça fait encore un traité en moins. Le travail, je cite, le boulot de la force spatiale américaine, d'amener une sécurité, une stabilisation militaire dans l'espace, eh bien, ça relève de la politique économique et militaire américaine. C'est dit explicitement. C'est explicite. Donc, troisième sujet que tu as évoqué, on va les prendre les uns après les autres et après on synthétisera, c'est Taïwan, où il y a apparemment énormément d'exercices militaires qui sont en cours et où, encore une fois, Pompeo jette de l'huile sur le feu sur cet endroit du monde. Alors, il y a deux porte-avions américains, le Nimitz et le Ronald Reagan, qui se trouvent dans la région, de part et d'autre du détroit de Taïwan. Il y a énormément de manœuvres militaires. Il y a eu des manœuvres militaires des Taïwanais eux-mêmes, qui célèbrent leur résistance contre la Chine continentale dans les îles qui sont tout à fait au large du Fujian en Chine. Les îles qu'on appelait Kemoy et Matsu dans ma jeunesse, qui aujourd'hui on les appelle les îles de Kinmen, ces îles de Kinmen, et les autorités taïwanaises ont fêté leur résistance. C'est des îles qui sont à peine quelques kilomètres, un peu moins de la côte chinoise, du Fujian, où il a travaillé Xi Jinping dans sa jeunesse. Donc c'est une véritable provocation. La Chine continentale, quoi. La Chine continentale, oui. Et là, l'ambassadeur américain, qui n'est pas un ambassadeur, mais qui dirige l'Institut américain de Taïwan, est allé aux cérémonies célébrant cette résistance de Taïwan contre la Chine, qui à l'époque était Formose, contre la Chine. Donc c'est une véritable provocation qui s'ajoute au vol américain très proche des côtes chinoises et à la résistance américaine contre la volonté chinoise de militariser certaines îles de la mer de Chine. Donc les États-Unis disent non, il faut un libre passage, on a le droit d'intervenir et on y va. Donc il y a une très grande tension dans ce domaine et les États-Unis fabriquent même ou produisent actuellement des missiles de portée intermédiaire qu'ils, dit-on, envisagent de placer dans les pays entourant la Chine. Alors les Chinois ont dit ça, c'est une provocation, on ne le mettra pas.
Oui, surtout qu'apparemment, depuis les porte-avions, ils font beaucoup de déplacements militaires, des avions survolent un petit peu, comme tu disais, toute la région. Donc, un autre endroit de tension où Pompeo joue à plein. Et le dernier que tu as évoqué, à mon avis, qui est un des plus importants, c'est tout ce qui se passe autour de ce qu'on pourrait appeler la guerre cybernétique, Internet. Oui, parce que Trump lui-même, d'ailleurs, avec toute son administration, veut dominer complètement Internet. Donc, ils s'en prennent à TikTok, aux États-Unis, mais aussi à WeChat, aux deux. Oui, qui sont chinois tous les deux. Qui sont chinois tous les deux. Et ils disent, ça doit être pris par des sociétés américaines. Pour TikTok, c'est Oracle ou c'est Microsoft. On dit qu'ils favorisent Oracle. Et il a dit en plus que l'administration américaine doit avoir un pourcentage de ça. Ce qui est absolument invraisemblable. C'est comme lorsque les États-Unis disent qu'il faut s'en prendre au port allemand, par lequel passerait Nord Stream 2, parce que c'est des ports publics et qu'on s'en fiche, puisqu'ils collaborent à Nord Stream 2. Donc on s'attaque à des institutions, on s'attaque à des choses avec une intervention directe de la puissance publique dans un domaine privé, alors qu'on a un pays, les États-Unis, qui fait toujours l'éloge de l'initiative privée, l'entreprise privée. C'est là que c'est absolument invraisemblable. Donc ça, c'est sur le point Internet. Et ce qui, je pense, est un petit peu à l'origine de toutes ces tensions, c'est tout ce qui se passe et que tu as souvent dénoncé d'ailleurs à plusieurs reprises dans tes différentes campagnes présidentielles, qui est cet effondrement du système financier, cette désintégration complète, sans foi ni loi, la loi de la jungle économique, qui un petit peu aujourd'hui atteint des paroxysmes et crée aussi ce phénomène de guerre. Quelques chiffres. Il y a actuellement 30 millions d'Américains qui sont au chômage. 30 millions. Plus 15 millions qui sont dans le temps partiel non souhaité ou qui ont abandonné leur inscription au chômage. Donc ça fait 45 millions. C'est énorme. 17 millions d'Américains, de familles américaines, dans ce cas-là, qui ne peuvent pas payer soit leur loyer, soit leur prêt hypothécaire qu'ils ont obtenu. Oui, qui risquent de se faire saisir ou virer. Extrêmement grave. Et dans cette situation, la Réserve fédérale américaine a émis, depuis le milieu du mois de mars, pour être précis, jusqu'à fin mai, l'équivalent de 3 000 milliards. Et comme on dit là-bas, rien ou pratiquement rien, très peu, est allé à Main Street, c'est-à-dire aux gens qui sont des êtres humains, des municipalités, des institutions qui fonctionnent pour l'intérêt commun, et pratiquement tout est allé pour renflouer le système bancaire. Et maintenant, il se tient la conférence de Jackson Hole, où on voit beaucoup plus loin. Cette conférence de Jackson Hole, c'est maintenant, c'est le 27 et 28 août. Et dans cette conférence, il est prévu qu'on passe aux crypto-monnaies, et qu'avec ces crypto-monnaies, on entretienne cette pyramide de dette spéculative. Et c'était une thèse déjà défendue par Larry Fink de BlackRock, le PDG de BlackRock, déjà l'an dernier. Et là, on passe aux actions et on bloque ce qui pourrait aller à ce qu'on appelle là-bas les banques commerciales. Ici, ce sont les banques de dépôt et de crédit qui, disons, apportent des avantages et investissent pour la population. Et on favorise tout le secteur des banques d'investissement. Investissement, ça veut dire sur les marchés financiers, ça ne veut pas dire investissement dans l'économie physique. Les banques qui sont sur les marchés financiers et qui spéculent, et les fameuses shadow banking, les banques de l'ombre, qui prennent de plus en plus d'importance, qui ne sont pas dans les statistiques. Donc c'est tout cela, cette situation économique, qui est à l'aplomb de la situation de tension dans le domaine de la politique extérieure et de la politique militaire. Alors si on veut aller plus loin, on peut s'apercevoir que cette bourse américaine n'est plus vraiment une bourse. C'est ce que j'ai appelé une économie de marché sans marché. Ce qu'il y a dans cette bourse américaine, 10% des Américains ont 84% des actions. Et les actions qui ont monté de 43%, c'est seulement 6 actions de le Standard & Poor's, 6 seulement. Oui, le fameux indice des 500 plus grandes entreprises américaines, le S&P 500. Il y en a qu'à 6, elles ont monté de 43%, ces 6-là, mais le reste a baissé de 5%. Donc on a une concentration du pouvoir autour de ce que j'ai toujours dénoncé, la conjonction des mégabanques, qui spéculent avec l'aide des banques centrales, maintenant, Jackson Hole, c'est cela, et tout le secteur
de Silicon Valley, ou qu'on peut appeler l'économie du numérique, qui est associée à cela. Donc une économie du numérique qui devrait travailler pour l'industrie ne travaille que pour soit le militaire, soit le secteur bancaire. Et c'est là que ce qu'avait dit Eisenhower en 1961, le lobby militaro-industriel, c'est le principal danger pour les États-Unis. Moi, je dirais aujourd'hui, c'est le lobby militaro-financier. Et c'est pour ça que cette situation que nous avons évoquée ici, maintenant, a derrière elle une logique terriblement destructrice, criminelle, derrière elle. Parce qu'il faut bien penser que dans tout ça, il y a les mafias, il y a les trafics, il y a tout ce qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, etc., etc. La paupérisation des masses aux États-Unis est affolante. Oui, toute une économie qu'on dit... Violence qui se déchaîne. L'économie informelle dans le monde. J'ai appris que le pays où je suis né, l'Argentine, 73% des gens travaillent dans l'économie informelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail humain. C'est ça le point fondamental. Et quand il n'y a plus de travail humain, les populations, littéralement, peuvent perdre la tête. Et aujourd'hui, il faut absolument changer de direction, ce monde-là. Donc bon, on ne peut pas dire que c'est rassurant, mais il fallait à tout prix qu'on le dise aujourd'hui. Je pense que Cheminade a été un lanceur d'alerte, si on peut le dire comme ça, sur la crise financière. Aujourd'hui, on lance cette alerte sur la question du danger de guerre. On l'a vu avec un Pompeo qui balance les traités qu'il a lui-même signés en Iran, qui veut remilitariser l'espace, qui veut déstabiliser la Chine en utilisant Taïwan, contrôler les masses par tout le système d'Internet, et tout ça sous une pluie de finances, d'actions qui sont vendues sur les marchés financiers, et que, évidemment, tout ça ne peut que finir mal. Alors, je ne sais pas si tu veux un peu revenir sur ce que tu disais au début par rapport à tout ça, quand tu disais que finalement se battre contre la guerre, c'est pas bon, c'est bien, c'est mignon, mais c'est pas ça qui va nous faire. C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Est-ce que tu veux revenir un peu là-dessus avant de conclure ? Toute une politique qui soit une politique d'innovation et de développement dans les technologies de pointe et qui investisse dans la création humaine, avec derrière une population qui comprend et est sensible à l'enjeu. C'est-à-dire qui ne pense pas qu'en restant chez soi, en s'abstenant, ou en l'ayant investir dans des investissements verts, avec de la crypto-monnaie, on s'en tirera. Non, il faut une politique qui transforme la nature et qui élève l'homme dans des secteurs de plus en plus avancés. Et ça, c'est la base de la paix, ça l'a toujours été. On ne l'a pas fait après 1926, après Bierville, que je mentionnais au début. Aujourd'hui, c'est notre mission de le faire. Alors la bonne chose, c'est qu'il y a une coopération entre ceux qui travaillent pour la santé publique, ceux qui travaillent pour l'espace, ceux qui travaillent pour le nucléaire, c'est ITER. La fusion. Autour d'ITER, la fusion. Et ceux qui travaillent pour les explorateurs de l'espace, qui ont commencé très tôt. L'association des explorateurs de l'espace, russes et américains, a commencé sous Brejnev en Russie, très tôt. Donc ici... En pleine guerre froide. Oui, en pleine guerre froide. Donc ici, il y a toute une coopération, comme le sanitaire, entre médecins du monde, commence aujourd'hui en pleine pandémie, en pleine menace de nouvelle guerre froide, risquant de devenir à nouveau chaude, comme après la crise des missiles de Cuba, comme pendant la crise des missiles de Cuba. Juste avant de venir pour l'interview, on m'a envoyé un article qui disait une nouvelle guerre froide arrive, l'Afrique ne doit pas choisir de camp. Donc le sujet est débattu partout. Il est débattu partout aujourd'hui. C'était clair. C'est sur la table. Alors ce que je voulais dire pour finir, c'est que ce modèle d'association entre créateurs devrait servir de référence aux États. Et c'est pour ça que nous défendons la réunion des 5 États du Conseil de sécurité des Nations Unies, pas simplement pour s'asseoir et parler, ce qui serait un désastre, mais pour aller vers cette politique de coopération, de développement mutuel. Donc l'appel du président russe, qui a été approuvé par les 4 autres membres du Conseil de sécurité, il faut lui donner une substance. Et ça relève de nous, ça relève des peuples, ça relève de leur pression. Et il faut... ce que les Américains appellent une constituency, c'est-à-dire une assemblée de citoyens qui se battent dans ce but. Et disons, faisons tout pour que l'État ne soit pas celui qui, disons, cherche à contrôler, à empêcher cette coopération entre savants, techniciens, ingénieurs,
mais qu'au contraire, cette coopération inspire l'État. Et nous voulons être la tête chercheuse de cette coopération. C'est pour ça que nous avons cette conférence internationale auquel nous participons de l'Institut Schiller le 5 et 6 septembre, et notre Assemblée générale et notre discussion, notre conférence du 19 septembre. La France, avec les yeux du futur, la France apportant au monde ce qui est si nécessaire et que j'ai essayé d'expliquer. Donc je précise peut-être pour les deux conférences, donc il y a l'Institut Schiller, donc une conférence internationale qui aura lieu les 5 et 6 septembre pour soutenir ce sommet des chefs d'État à laquelle tu participeras, tu interviendras. Sur le domaine de la culture. Voilà, sur le domaine de la culture. Donc vous pouvez vous inscrire déjà en allant tout de suite taper sur internet institutschiller.org et là vous avez un formulaire d'inscription pour la conférence donc, du 5 et du 6 septembre, donc ça c'est prochainement. Et tu mentionnais donc la journée de mobilisation de Solidarité et Progrès, donc ce sera le 19 septembre, toute la journée, le samedi, toute la journée avec des intervenants comme Jacques Cheminade évidemment, des intervenants d'Allemagne, des États-Unis, des économistes, des élus. Ce sera une journée très très riche. Et pour vous inscrire, c'est pareil, cette fois vous allez sur solidaritéetprogrès.fr et vous avez en première page de notre site donc le formulaire pour vous inscrire et surtout le partager à vos amis. Ce sera une visioconférence, les deux d'ailleurs seront des visioconférences, donc vous pourrez les suivre de vos vacances, de votre canapé, depuis chez vous, entre amis, donc ça ne pose pas de problème de déplacement. Donc voilà, ça c'était les deux annonces après avoir posé cet enjeu de la guerre aujourd'hui qui est là, qui est imminent et dont on parle trop peu. De créer les portes de sortie. Ces deux conférences seront des portes de sortie, des portes pour mobiliser les citoyens. Et je laisse peut-être, si tu veux, rajouter un dernier mot, sinon on part à l'action. Que la paix, c'est agir pour le développement mutuel, c'est agir pour l'avantage d'autrui, et que le traité de Westphalie l'avait fait en 1648, établissant une certaine paix en Europe, que nous devons faire beaucoup mieux cette fois-ci, en agissant pour l'avantage de tous et pas de certains. Et qu'il faut sortir de la géopolitique, où le vainqueur veut rafler toute la mise, et passer à une politique où chacun fait le meilleur et pour soi-même et pour l'autre. Voilà. Ben merci beaucoup Jacques.